Eh bien, je crois que nous allons pouvoir passer la parole à Pierre Carli. Merci Eric. Donc, je vais dès que possible partager mon écran. Alors, ça coince. L'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Parce que l'animateur peut me rendre le partage d'écran, Eric. Je m'occupe de ça de suite. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Bon, mais on va commencer tranquillement, de toute façon, en remerciant tous ceux qui se sont connectés pour cette session arrêt cardiaque des masterclass. C'est une formule qui me paraît particulièrement adaptée au format arrêt cardiaque et je vais donc essayer de la lancer avec tout ce qui est nécessaire en impulsion, en science et en prise en charge de l'arrêt cardiaque. Vous m'avez demandé les fondamentaux. Sur les fondamentaux, il y a deux choses qui me paraissent importantes. Premièrement, comprendre la méthodologie de ces recommandations, et vous allez voir que c'est pas simple. Et deuxièmement, faire le reste, c'est-à-dire les grands messages qui apparaissent et qu'on va pouvoir discuter. Il faut bien comprendre que les recommandations sur l'arrêt cardiaque, c'est un processus mondial où le centre n'est pas l'AHA ou le RC, mais l'ILCOR, l'international comité de liaison sur l'arrêt cardiaque qu'on a créé dans les années 80. Et cette ILCOR donc rassemble toutes les sociétés, tous nos collègues du monde entier qui gèrent l'arrêt cardiaque et qui partagent donc de la science. Et l'ILCOR produit un certain nombre de groupes qui s'appellent les task force, et ces groupes sont en permanence en train d'analyser la littérature, et je vais vous montrer avec quelle méthodologie, et donc de rendre compte des sujets qui bougent, et ces sujets, donc, de les publier. Et il y a eu, pour les recommandations 2020-2021, 184 sujets qui ont été traités. C'est donc énorme, c'est un processus mondial. Dans un contexte comme celui-là, le document que rend l'ILCOR, c'est, vous voyez son titre en anglais, en fait, c'est un truc qu'on appelle le COSTRAT, c'est-à-dire le consensus sur la science et sur les recommandations thérapeutiques. Et il utilise des méthodologies qui sont des méthodologies lourdes, puisqu'il reprend le travail de l'Académie de médecine américaine, les groupes Cochrane, la méthode GRADE, la méthode PRISMA pour comparer les méta-analyses, et tout ceci, il l'explore dans 3 dimensions. La première et la plus importante, ce sont les revues systématiques. Alors, c'est un peu aride à lire parce que c'est présenté sous la forme d'un PICOST. Le PICOST, c'est une question qui est posée et à laquelle on va répondre en fonction de la population, de l'intervention qu'on utilise, de quoi on la compare, quel effet sur le pronostic, c'est le point majeur, les études et la façon dont elles ont été montées, et bien entendu, le moment où on l'utilise. Il y a aussi le scoping, c'est-à-dire le radar qui balaye en permanence la littérature, qui va identifier les champs de littérature qui changent, c'est-à-dire là où il faut reprendre le sujet, et ce sujet est repris par des evidence updates, c'est-à-dire par des groupes qui vont mettre à jour ce qui était notre base scientifique préalable. Vous voyez, tout ceci, c'est complexe et rigoureux. Et en gros, pour arriver à la réponse à une question, il y a 15 étapes successives que je vous ai mis en anglais, avec des retours, avec l'intervention du public, avec la mise en ligne du premier document pour qu'il soit discuté par l'ensemble des professionnels au niveau mondial. Et en gros, pour les experts, ça fait plus d'1 an de travail pour arriver à répondre à une question qui prendra quelques lignes sur les diapositives qui vont suivre là. Un des sujets majeurs qui est apparu, et surtout sur la pression des Américains, c'est que la recherche des conflits d'intérêts est fondamentale pour éviter les effets d'annonce, les papiers qui paraîtraient fantastiques. Non, vraiment, tout est recherché et vous ne pouvez pas rapporter dans ce processus quelque chose dans lequel vous avez de près ou de loin quoi que ce soit comme affiliation ou comme possibilité de conflit. On arrive donc à ce moment-là au COSTRAT, qui est fait par le réseau d'experts international, et on n'est toujours pas en recommandation. C'est maintenant qu'elles apparaissent. L'ILCOR donne cette science aux sociétés scientifiques. Il y en a 2 principales, les 2 fondatrices, l'American Heart et l'European Resuscitation Council, donc le gros consortium américain et pan-américain, le consortium européen. Et donc, c'est ces sociétés-là qui vont produire le document que vous lisez le plus souvent, et qui est le plus facile, le plus accessible, c'est les recommandations, les guidelines de l'AHA en 2020, guidelines de l'ERC en 2021. En gros, il y a donc un processus continu, mais tous les 5 ans, on réécrit les recommandations, on les met en forme, et à ce moment-là, donc, eh bien, on en tire les éléments pratiques. Alors, ça veut dire que ça va pas être exactement pareil entre les deux. Et il y a une chose qui va vous frapper d'abord, quand vous lisez les Américains, ils ont gardé la présentation des recommandations qu'ils font en cardiologie depuis une 50aine d'années, et notamment l'aspect coloré des classes de recommandations, la classe 1 étant le fort du fort,
et la classe 3, ce qui est interdit, avec des niveaux de preuve qui sont des niveaux de preuve américains. Donc ça fait un peu double emploi, mais c'est facile à lire. Pour l'European Resuscitation Council, on est resté dans des choses plus simples. On a collé à la méthode GRADE, mais vous voyez là aussi, il y a tout un processus de développement de ces recommandations avec de la consultation jusqu'à la publication finale et le document, vous avez l'habitude de voir. Le Conseil français de réanimation cardio-pulmonaire que je préside depuis sa fondation est donc un des partenaires de l'ERC. On est donc membre fondateur et nous avons été associés, bien entendu, à l'expertise ILCOR, mais aussi et de très près à la rédaction donc, de ces recommandations dont nous avons les possibilités de traduction, d'adaptation et de diffusion à l'intérieur de nos sociétés scientifiques. Et le congrès du FFRC, beaucoup d'orateurs qui sont là aujourd'hui en ont bien l'habitude, c'est une partie de son travail que de revenir sur ces points et de les partager. Alors on va rentrer maintenant dans la partie plutôt médicale et je vais faire rapidement le tour de ce que vous allez trouver dans ces recommandations avec deux idées. Il y a des choses qui ne changent pas et qui sont super importantes. Il ne faut pas rester focalisé sur la nouveauté. Non, il faut qu'on valorise tout ce qu'on a fait avant, qu'on stabilise nos connaissances sur l'arrêt cardiaque et qui donne le cœur même de la qualité de ce qu'on va produire. Dans toutes ces recommandations, vous allez retrouver au départ la crise Covid. Évidemment, la crise Covid a été un chamboulement pour la prise en charge des arrêts cardiaques. Vous le savez, ça c'est analysé très en détail par l'European Resuscitation Council et par la AHA qui ont publié des recommandations. Et vous en souvenez, je ne vais pas les traiter ici, mais au cours de 2020, elles prenaient en particulier des mesures très claires de protection des équipes pour traiter l'arrêt cardiaque, mais elles ont envisagé aussi tous les éléments que cela impliquait en termes d'organisation des soins, de facteurs psychologiques ou de prise en charge sur le terrain. Passons donc maintenant à des idées qui sont donc les idées de ces recommandations et qui sont importantes. J'ai tenu à vous montrer cette diapositive de la chaîne de survie, concept que vous connaissez tous. On l'a mis au point dans les années 80, j'étais déjà dans l'ERC à ce moment-là. Et au niveau de la chaîne de survie, il apparaît quelque chose, c'est que la chaîne de survie maintenant, c'est une chaîne de survie qui va vraiment des signes initiaux jusqu'à la récupération du patient. Ça, c'est fondamental. Et au milieu, vous voyez l'Advanced Resuscitation, la réanimation spécialisée, c'est une entrée dans les maillons de la chaîne de survie. Ce n'est pas la fin, c'est au milieu, puisque la fin n'apparaîtra que sur la deuxième ligne jaune que je vous ai représentée, la réhabilitation. Il n'y a de succès que dans le parcours de soins. C'est ça le message de l'arrêt cardiaque. Maintenant, on va balayer avec ces petites banderoles, ces top messages, ce qu'il y a dans les recommandations. Et je vais insister sur certains points, en particulier ceux qui ne seront pas forcément mis en exergue tout à l'heure par l'ensemble des orateurs qui me suivent. Le premier de ces messages touche à l'épidémiologie. Et pour l'ERC, la mise en place d'un registre, c'est fondamental. Et ces registres doivent nous servir à améliorer nos pratiques, à analyser nos performances et à prendre en compte des pronostics au long terme et pas seulement les éléments de pronostic transitoires. Je pense que Pierre-Yves Guignot et Réac derrière vous confirmeront ces points avec toute la force qu'il y a. Il ne faut pas oublier quand même qu'il faut aussi inscrire dans les registres la réhabilitation, donc la récupération définitive des patients et leur score de performance. La réanimation cardio-pulmonaire de base dans ces recommandations 2021 n'a pas bougé beaucoup. Alors, vous retrouvez ici en français les principaux points. Reconnaître l'arrêt cardiaque, alerter les services d'urgence, débuter les compressions thoraciques. Vous voyez aussi que le 32 est maintenu et que ce 32 s'accompagne le plus vite possible d'une défibrillation par toute personne, tout système qui a la possibilité de le faire. Ce point est un point de confirmation de ce qui avait été dit en 2015. Il n'en reste pas moins extrêmement efficace. Ce qui apparaît ensuite, c'est que cette réanimation cardio-pulmonaire de base et le reste de la prise en charge doit être coordonné dans un système pour sauver des vies, et vous retrouverez ce terme dans toutes les publications. Ceci commence par la sensibilisation du public par une très forte communication, et en particulier des manifestations comme Un jour pour faire repartir votre cœur, qui est bientôt dans toute l'Europe, utiliser des technologies de communauté, je reviendrai sur ce point, impliquer les enfants, même tout petits, c'est le programme Kids Save Life, et, in fine, rassembler tout ça au cours de cathédrales de l'arrêt cardiaque, les centres intégrés pour la prise en charge de l'arrêt cardiaque, en n'oubliant pas que depuis le départ, ce qui compte, c'est la qualité, et notamment dans le traitement téléphonique de l'appel, avec l'implication des témoins pour réaliser les premiers gestes de massage cardiaque. Voici une diapositive qui est réalisée par Ben Portiker, l'ancien président de l'ERC, qui montre toute l'importance de ces technologies pour réaliser, à mettre à la disposition du public des
des défibrillateurs et la possibilité de démarrer l'arrêt cardiaque. Vous voyez qu'il y a tout, depuis le ciblage, intervention du public, ces divers éléments. Vous savez qu'on a des applications en France, on a Sauve Life, c'est exactement ça l'objectif. C'est ça la réanimation cardio-pulmonaire de demain, encore plus que le téléphone ou les interventions de personnel spécialisé, c'est impliquer toute la communauté dans sa prise en charge. La réanimation spécialisée est le point, bien entendu, qui m'intéresse le plus, et je sais que beaucoup d'entre vous qui la pratiquent se demandent ce qui a changé. Il y a des choses qui ne bougent pas. Une réanimation cardio-pulmonaire de qualité est nécessaire avant de commencer à faire plus compliqué. Il ne faut pas non plus se précipiter et négliger les signes annonciateurs. Le contrôle des voies aériennes reste un sujet spécialisé. L'intubation, c'est pour ceux qui savent faire. L'adrénaline, pour un rythme non choquable, mais le plus vite possible, c'est ça le point intéressant. Tout ceci va être discuté. Et la réanimation avec l'ECMO apparaît en cas d'échec comme mettant maintenant une recommandation. Un mot simplement sur le point des signes annonciateurs. Ces signes annonciateurs, les patients qui font un arrêt cardiaque ont souvent des signes annonciateurs. S'ils ont consulté à ce moment-là, eh bien, on évite l'arrêt cardiaque ou même on améliore le pronostic. Ça veut dire qu'une régulation médicale des appels d'urgence pour douleurs thoraciques, c'est un élément important de la prévention. N'oublions pas ça dans notre système médicalisé. C'est un avantage que nous avons. Les objets connectés ont fait aussi une apparition majeure dans ce sujet. Pour l'instant, ils cherchent quelques troubles du rythme, mais n'oubliez pas que demain, c'est votre montre, votre téléphone ou peut-être même votre télévision qui donnera l'alerte pour vous. Dans la réanimation spécialisée, il y a les algorithmes. C'est la figure de proue, c'est l'ambiance. Vous voyez les deux algorithmes, l'américain et l'européen. Ils sont différents de forme, mais ils ont pratiquement les mêmes messages. L'américain est linéaire, et vous voyez les différentes défibrillations et injections qui se produisent, et vous voyez donc ici tout le résumé en une seule diapositive de la prise en charge spécialisée. L'européen a gardé une forme qui me plaît et qui est la forme originale, c'est-à-dire d'avoir deux en fait circuits rotatoires de chaque côté, où à chaque circuit on réalise un certain nombre d'éléments et d'opérations. Parmi ces points, eh bien vous le voyez, on défibrille vite et on reprend la RCP pendant 2 minutes, et il y a au bas de l'algorithme tout un tas de carrés qui vont vous expliquer beaucoup de choses. Vous retrouvez ici tous les fondamentaux de la réanimation. L'oxygène, la capno, les compressions en continu, ne pas interrompre les compressions, l'accès veineux ou intraosseux, l'injection d'adrénaline et d'amiodarone. En un carré, vous avez presque tout. Ne pas oublier les causes réversibles, et en particulier les 4H que vous voyez ici, et l'échographie, et ce n'est pas Xavier qui nous contredira, peut devenir extrêmement intéressant dans ce contexte pour le faire. Enfin, la réanimation spécialisée s'accompagne d'une prise en charge en choro, une RCP mécanique si on ne fait pas repartir le cœur, voire une ECMO qui sera discutée plus tard dans une autre conférence. Après le RASC, après le retour à une circulation spontanée, c'est dès le terrain que l'on commence la réanimation post-arrêt cardiaque, dont vous voyez ici les principaux objectifs. Et là-dedans, vous retrouverez des sujets comme la température ciblée, la maîtrise d'une température ciblée. Cette réanimation post-arrêt cardiaque est un gros morceau maintenant de la prise en charge des arrêts cardiaques, alors qu'autrefois, elle était l'apanage de quelques services, contrôler les voies aériennes, la choro, l'objectif, tout ce que vous avez vu dans ces différents cas. Un mot d'éthique avant de conclure, car l'éthique est très importante. C'est un sujet, il faut réanimer les bons patients avec les bons moyens. Et pour ça, il faut parler. Parler aux familles, parler aux équipes, et surtout, ne pas hésiter à aborder ce sujet. Et vous l'avez vu pendant la crise Covid, quand commencer ou quand arrêter une réanimation, ça, c'est vraiment des points importants qu'on partage. Je n'ai pas le temps d'aller plus loin, mon temps est passé, mais il y a plein d'autres sujets dans ces recommandations, sur des circonstances particulières, sur la pédiatrie, la néonate, sur l'éducation, sur tous ces éléments. J'espère que vous irez sur le document original les voir. Et je conclurai maintenant, pour rester dans le cadre qui m'a été fixé par les organisateurs, sur le fait que les recommandations que vous allez aujourd'hui travailler, que vous allez voir en pratique, elles ont atteint une certaine maturité. Ces fondamentaux reposent maintenant sur une rigueur scientifique. Mais cette rigueur scientifique ne s'est pas affranchie du concret. Ce sont aussi des propositions pragmatiques adaptées à la prise en charge de terrain. Ne vous inquiétez pas, il reste énormément de voies ouvertes à la recherche. Et si vous lisez le COSTRAT, les consensus sur la science, vous verrez que généralement, le chapitre Knowledge Gap, ce que nous ne savons pas et qu'il faut combler, est encore plus important que ce que nous savons. Merci pour votre attention et j'espère que cette introduction va vous amener à rester toute la journée regarder le reste de ce congrès tout à fait merveilleux et fantastique.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup Pierre Carli pour avoir d'abord respecté les délais. C'est comme tout, on voit que tu es un vrai pro. J'en profite pour regarder un petit peu et encourager les gens à poser des questions. J'ai une question donc qui me vient. Quels sont les avis du professeur Carli sur les points faibles de la chaîne de survie et comment les améliorer? Alors c'est un vaste sujet qui je pense sera envisagé avec le BLS. Les éléments de la chaîne de survie et les éléments forts, eh bien c'est le tout début qui est le plus important. Et l'élément faible que nous avons en France, vous savez, je vous ai pas mis cette diapositive, mais vous la verrez dans les recommandations, c'est un énorme premier maillon de la chaîne suivi par des moyens qui sont plus petits. Alors évidemment, la solidité dépend de tous les maillons, mais c'est le premier que nous devons le plus renforcer en France. Il faut que le public s'investisse encore plus, que nous ayons tous ce message et qu'on arrête de penser que l'arrêt cardiaque, ça va être que des spécialistes qui vont le faire. Ce n'est pas du secourisme spécialisé, c'est pas de la réanimation spécialisée, c'est avant tout le geste citoyen de savoir quand il se passe quelque chose, eh bien, on n'hésite pas, on y va et on lance toute la chaîne qui se branche et qui sauve le patient. Alors, j'en profite on a un petit peu de temps pour reposer le même type de question autrement. Est-ce que, dans ton expérience, tu as des exemples de prise en charge qui ont été améliorés dans des pays étrangers, notamment parce que ils ont amélioré la chaîne de secours dès le départ, notamment parce que tu l'as cité sur la formation dans les écoles, justement, pour faire qu'il y ait des reconnaissances beaucoup plus élevées, l'activation plus élevée. Est-ce qu'on a de meilleurs exemples? Oui. Nous avons des exemples. Alors, c'est vraiment scientifiquement maintenant fondé ce que je vous dis. Hein. On sait que l'implication du public améliore de manière tout à fait significative le pronostic. Et donc, il y a une démarche internationale là-dessus et nous avons des résultats dans des tas de pays anglo-saxons, en Europe, dans les pays d'Europe du Nord qui, vous le savez, depuis longtemps ont impliqué le public. Donc, par exemple, à Copenhague, systématiquement, l'arrêt cardiaque, le public intervient et ils ont vu en quelques années le doublement de leur survie en moins de 10 ans avec ces mesures. Il existe donc, je n'ai pas le temps de vous les montrer là, mais c'est un élément assez clair, une dizaine de mesures qui payent. Et parmi ces mesures, il y a tout particulièrement l'implication du public et ensuite la gestion des appels efficaces, la prise du patient en ligne, guider l'arrêt cardiaque et là-dedans, les logiciels font une intervention à l'heure actuelle tout à fait, je dirais, primordiale. La possibilité d'avoir des applications et de lancer le public devient un élément très important. Donc voilà pour ces points. Donc on retrouve tout ça et dans les recommandations, c'est évoqué et vous le trouverez en particulier dans le dernier chapitre, celui qui est éducation et celui qui est System to Save Life. Regardez ces deux chapitres des recommandations, vous y trouverez là toutes les réponses détaillées à ce que je viens de vous dire. Alors, j'en profite parce que tu as encore 6 minutes, donc c'est parfait. J'ai une question qui vient du public. Quel est le rôle spécifique du médecin lors de la RCP? Ah non, pardon, je vais la poser avant. Est-ce qu'il y a un programme équivalent à Kids Save Lives en France? Donc, je pense que tu as un petit peu répondu à ça. Alors oui, il y en a eu plusieurs. Alors il n'est pas aussi national et européen que Kids Save Life, mais les journées de formation des enfants ont déjà commencé il y a de nombreuses années. Nous avons organisé en région Île-de-France, il y en a qui ont été organisés dans le Nord, et je pense qu'on peut en organiser encore d'autres. L'avantage du Kids Save Life, c'était l'idée de faire quelque chose qui était une journée un petit peu emblématique sur toute l'Europe, mais nos manifestations ont été enregistrées comme étant des points ajoutés à Kids Save Life. Et vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Vous n'imaginez pas comment le fait d'expliquer la RCP aux enfants, et même aux enfants de 7 ans, a une influence sur leurs parents et sur leur famille. Et c'est ça toute l'astuce, c'est qu'on rentre dans la maison, dans le cœur donc de la société, on y rentre par l'éducation des plus jeunes, l'information des plus jeunes, et c'est un sujet qui ne leur fait pas peur. Ils sont dans l'action, les petits, et c'est absolument extraordinaire de voir ce que cela donne comme impulsion à la réanimation cardio-pulmonaire par le public. Alors, j'ai également une question qui est celle des registres dont tu as parlé. On voit l'importance des registres qui ont été créés, notamment avec le registre REAC. Est-ce qu'on a des informations justement pour la mise en place des défibrillateurs semi-automatiques, justement grâce aux informations données par les registres?
Vas-y. Alors, écoute, Eric, je veux bien répondre à cette question, mais vous avez le plus grand spécialiste français qui est juste après et qui va vous en dire un mot. Donc, est-ce que les registres démontrent, je peux le traiter de manière générique si tu veux. Oui. Est-ce que les registres démontrent les éléments des recommandations? La réponse est oui. Et ça fait partie donc du processus aussi de validation. Il n'y a pas que du RCT, que du Randomized Control Trial. Il y a aussi l'analyse de ce que l'on trouve à l'intérieur des registres. Donc, ces éléments sont confirmés. Les points que vous devez savoir, c'est la RCP par le public, ça sauve. Le défibrillateur à disposition du public, ça sauve. La réanimation spécialisée qui s'ajoute à ça aussi. Mais les deux premières sont absolument fondamentales. N'oubliez pas, on est dans un parcours de soins, et dans ce parcours de soins, chaque étape est un préalable à l'autre, et nous devons tous en faciliter la réalisation, que nous soyons avant ou après celle qui va survenir. Alors du coup, je continue dans la question. L'intérêt, tu parlais des défibrillateurs, l'intérêt de répartir de manière géographique et on va dire intelligente les défibrillateurs. Il me semble que en Île-de-France, à Paris, la majorité des arrêts cardiaques ont lieu ou dans les musées ou dans les gares. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut développer? Parce qu'on voit que d'autres pays ont également le même type de données. C'est de développer justement les défibrillateurs dans des lieux pour lesquels on a un risque beaucoup plus élevé d'avoir un arrêt cardiaque. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, la connexion a bougé un petit peu. J'espère que vous m'entendez bien. Et je réponds. Bien. Ah bon, alors je réponds clairement et tout de suite à cette question. Des enquêtes INSERM ont été réalisées il y a maintenant plus de 10 ans sur ce sujet et elles se sont confirmées partout. Où est-ce que se produisent les arrêts cardiaques dans la rue? Eh bien, elles se produisent à la fois aux endroits de concentration de population et aux endroits de fort mouvement de population. À Paris, lorsqu'on avait fait cette étude, elle montrait que les gares étaient probablement l'endroit le plus dangereux de France en termes d'arrêt cardiaque. Ce qui ne veut pas dire que la SNCF tue les gens. Mais il y avait la conjonction de beaucoup de monde en mouvement, en action, et donc on a mis des défibrillateurs dans les gares. Tu as évoqué des musées, tu as évoqué des endroits où il y a des concentrations de foule. C'est exactement ce qu'il faut faire. Une cartographie des arrêts cardiaques permet de choisir des positions stratégiques, mais attention, ce qui compte, c'est l'utilisation, c'est pas le positionnement. Il faut donc la possibilité d'y accéder, et si vous êtes au pied d'une tour et que le défibrillateur est au 15e étage, ça va pas vous aider beaucoup, d'où les logiciels, d'où les applications qui permettent à la fois de détecter ces défibrillateurs et de les mettre à la disposition du public. Tout ceci est géré en France. Il y a donc une organisation, une circulaire qui le fait. Savoir où sont les défibrillateurs est le premier sujet pour bien les repérer et ensuite avoir le dispositif qui permet de les utiliser. Et n'oubliez pas, il faut que ces défibrillateurs soient opérationnels. Et ça veut dire que quelqu'un s'en occupe, les surveille, les répare s'ils sont en panne ou vérifie qu'ils n'ont pas disparu. Eh bien, écoute, il y a encore beaucoup de questions. Malheureusement, nous arrivons à la fin. Un très, très grand merci à Pierre Carly d'avoir respecté le timing et d'avoir répondu aux questions. Je rappelle, vous pouvez toujours utiliser la chatbox. Les lectures seront présentées, elles seront accessibles. Un très grand merci à Pierre Carly pour avoir présenté quelque chose de complètement synthétique. Et on va maintenant passer la parole au docteur Daniel Jost. Merci beaucoup, Pierre. Est-ce que le docteur Daniel Jost est prêt? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Parfait. D'accord. Donc, je vais partager l'écran. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran? Je pense que c'est bon. Oui, tu peux y aller, on voit bien. OK. Donc, merci pour cette... D'abord merci pour cette intervention, Pierre. Et tu as déjà évoqué les premiers maillons. Moi, je vais vous parler des gestes thérapeutiques, effectivement simples, qu'on connaît tous, qui concernent le deuxième et le troisième maillon de la chaîne de survie, massage cardiaque et fibrillation et défibrillation. Et donc, on peut facilement améliorer la qualité d'administration. Et la première chose, alors, j'ai pas de conflit d'intérêt. Première chose, si on regarde les recommandations de 2020, on retrouve en fait les mêmes consignes qu'en 2015, voire en 2010. Et les recommandations disent que des compressions thoraciques de haute qualité, avec un minimum d'interruption et une défibrillation précoce, restent des priorités. Donc, je crois qu'on peut
complètement axé, en tout cas la prise en charge toute initiale sur cette phrase. Alors le massage cardiaque externe de haute qualité, c'est quoi? C'est l'optimisation des paramètres de massage. Il s'agit de se rapprocher au mieux des paramètres de massage recommandés pour s'assurer que ce geste offre un rendement maximum au vu des connaissances actuelles qu'on a sur ce geste. On peut parler en premier lieu de la zone thoracique comprimée. Alors, je reviens simplement ici, vous voyez toute la liste des items et des paramètres qu'il s'agit de respecter. C'est pas toujours simple. La profondeur, 50 à 60 mm, il faut un instrument de mesure en temps réel pour pouvoir l'appliquer. Alors moi, je vais vous parler de la position des mains sur la bonne zone thoracique et de la minimisation des interruptions. La zone thoracique comprimée, c'est la position des mains sur le bon niveau du thorax. Et ça reste opérateur dépendant, temps dépendant, patient dépendant. C'est facile à superviser et encore plus facile à corriger. Ce qui veut dire, en pratique, que l'équipe médicale qui arrive et qui voit une équipe de premiers secours déjà en action a tout le loisir de corriger avec son œil neuf les manœuvres en cours. Et cette correction, qui coûte pas cher, qui est facile, de la position, permet un bénéfice immédiat sur la fraction d'éjection myocardique. Et pour illustration, je vous rapporte là des coupes de scanner, les images scanographiques avec à gauche un massage réalisé au niveau de la ligne intermammolaire, et on voit que ce sont les gros vaisseaux qui se trouvent sur la ligne de projection du massage cardiaque. À droite, le massage est réalisé à hauteur de la jonction sterno-xiphoïdienne, et la zone comprimée est bien occupée par les cavités ventriculaires, même si on voit que le ventricule gauche n'est que partiellement impliqué. En d'autres termes, à quelques centimètres près, on passe de gauche à droite et d'un massage inefficace à un massage efficace. Le deuxième point, c'est l'effet des interruptions du massage sur la pression, alors que ce soit la pression de perfusion coronaire ou cérébrale. Sur ce dessin, je vous rapporte le massage avec les traits verticaux noirs et l'effet de ce massage sur les pressions de perfusion. Et on voit que dès qu'on interrompt le massage, on a une chute brutale des pressions. On voit donc très bien qu'il faut un certain nombre de compressions pour atteindre à nouveau une pression de perfusion qui serait compatible avec une reprise circulatoire. Donc ces interruptions itératives dans la séquence de 30 massages, 30 compressions, 2 insufflations, elles ne peuvent pas être évitées par les premiers secours qui appliquent les recommandations. Cela dit, à l'arrivée de l'équipe médicale, donc l'équipe médicale va régler ce problème des interruptions itératives en appliquant le massage continu, mais en réglant ce problème d'interruption, l'équipe médicale va être confrontée à un autre problème. L'équipe médicale va être confrontée à un autre problème qui est le conflit de pression entre le massage et la ventilation. Alors Pierre a déjà évoqué le massage cardiaque externe automatisé. Ce n'est pas recommandé en routine. Alors je le dis d'entrée de jeu, mais cela dit, pour se débarrasser de l'effet opérateur et pour avoir une qualité de compression égale dans le temps, standardisable, on peut le mettre en place. Ces dispositifs sont à peu près tous équivalents en termes de performance, de fréquence, de profondeur. Par contre, l'ergonomie d'utilisation n'a pas fait l'objet d'études comparatives de haute valeur méthodologique. Alors, cela dit, on voit assez facilement sur cette diapo que les caractéristiques, par exemple, en termes de poids, ce qui est quand même fondamental pour des équipes mobiles, en poids, ça varie du simple au triple. Une longue liste d'études de ces dispositifs est disponible. Ça va de l'étude randomisée jusqu'aux études rétrospectives. Aucune ne rapporte un bénéfice clair en termes de survie et de qualité de survie neurologique en faveur de ces dispositifs. Ce type d'étude est méthodologiquement difficile pour plein de raisons. On ne peut pas faire d'aveugle, il y a des problèmes logistiques, ce sont des dispositifs médicaux, il y a énormément de facteurs de confusion potentielle. En tout état de cause, ces dispositifs, comme je le disais tout à l'heure, améliorent les paramètres hémodynamiques, stabilisent le processus du massage, et le bénéfice va clairement aux patients ultra critiques dans des situations tout à fait particulières, puisque la mise en place de ce dispositif autorise des brancardages qui sinon auraient été impossibles. Ce dispositif évite la fatigue d'une réanimation prolongée. Et donc, je
crois qu'on peut tous témoigner, on a tous eu à un moment donné la prise en charge d'un ou de plusieurs patients particuliers et dont on sait que sans ce dispositif, il n'aurait pas été transporté et il serait probablement décédé sur place. Là, je vous rapporte une étude toute récente, qui est une étude rétrospective, donc elle date de 2021, c'est la dernière publiée sur ces dispositifs. Une étude rétrospective d'un registre coréen qui a plus de 4000 patients et dont 350 ont bénéficié d'un dispositif de massage. Elle a cela de particulier que les patients ont été stratifiés sur la réalisation d'une angioplastie et de la mise en hypothermie contrôlée. Cela dit, l'utilisation préhospitalière dans cette étude n'était pas non plus associée à une meilleure survie neurologique. Donc en résumé, ce n'est pas recommandé en pratique, en usage quotidien, en routine, mais je crois qu'il ne faut pas du tout s'en priver dès lors que les conditions d'intervention deviennent un peu plus complexes. Alors, en deuxième point, on va parler de la défibrillation. La première chose, c'est que on se retrouve quand même devant un constat, c'est que pour défibriller, on est aujourd'hui encore amené à interrompre le massage, même si techniquement, il est possible de choquer un masseur. Ça illustre quand même le conflit qu'on a entre ces deux gestes thérapeutiques. On doit sacrifier du temps de perfusion cérébrale pour administrer un choc. Là, effectivement, la chaîne des secours qui donne une place énorme au premier maillon, ça date de 2018 et ça ne met pas le dernier maillon qui est avec les dernières recommandations. Et la défibrillation, on voit qu'elle ne concerne que 20% des patients victimes d'arrêt. Tout délai d'intervention confondu. Ce taux, il était longtemps en baisse avec, semble-t-il, une stabilisation actuelle. Donc, le poids de chaque maillon dans la survie n'est pas équivalent. La survie est délai dépendante et ce délai conditionne l'état du myocarde à l'arrivée au chevet du patient. Je vous rappelle les 3 phases de Weisfeld, qui sont les 3 grands états physiopathologiques chez un patient en fibrillation ventriculaire, temps dépendante. La phase électrique, qui dure 4 à 5 minutes, et qui se caractérise par le fait qu'au moment tout initial, un choc à lui seul peut suffire pour observer une reprise d'activité circulatoire. La phase mécanique, où on va avoir besoin d'associer à cette stimulation électrique une amorce mécanique qui viendra du massage cardiaque. Et puis la phase métabolique, qui est quand même la phase au cours de laquelle les équipes médicales, au bout de 10 minutes, arrivent en moyenne sur les lieux. Et donc cette phase métabolique, elle est plus tardive, plus complexe, et elle associe au massage, au choc, au traitement médicamenteux et la prise en charge du métabolisme. Alors, concernant les modalités d'administration, c'est assez clair, les recos n'ont pas changé. Il s'agit de suivre pour l'énergie les recommandations des différents fabricants du modèle de défibrillateur. Il y a énormément de modèles, chacun a sa forme d'onde de défibrillation, mais à une forme d'onde correspond un niveau d'énergie. Donc je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête à savoir est-ce qu'on fait 250, 200, 300. La préconisation vient du fabricant. La question qu'on se pose, par contre, c'est est-ce qu'on va monter en énergie ou est-ce qu'on reste sur la même énergie? Je pourrais aussi vous parler de la catégorisation des fibrillations ventriculaires. Les fibrillations ventriculaires initiales à l'allumage n'ont pas le même pronostic que les fibrillations non initiales et qui sont souvent des fibrillations induites par le massage des fibrillations secondaires. Il faut distinguer, et ça on va en parler rapidement ici, la fibrillation récidivante de la fibrillation persistante. La fibrillation persistante concerne 10% des patients qui reçoivent un choc électrique. Mais 90% des fibrillations sont prises en charge par le défibrillateur et présentent à 5 secondes post-choc une résolution de la fibrillation ventriculaire. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir 50% de récidive de fibrillation. Ce qui est intéressant, c'est que ce délai de refibrillation, il est précoce. Et il survient, quelle que soit l'étude qu'on peut prendre et mesurer, il survient entre 10 et 20 secondes en post-choc. La plupart, 90% des patients qui doivent refibriller le font au cours de la première minute post-choc. Alors, ça, je vous soumets à votre réflexion dans la mesure où les recommandations préconisent 2 minutes de RCP entre 2 chocs. Et là, le constat, il est clairement que on choque et après le choc, on va avoir une récidive dans les 25-30 secondes. Donc, la fibrillation persistante
Son problème, c'est comment la traiter et comment la solutionner. Et là, on n'a pas de recommandation sur le nombre maximum de chocs administrés. Il s'agit de vérifier, d'améliorer la position des électrodes et augmenter l'énergie du choc suivant. Et la fibrillation récidivante, elle a été correctement traitée, c'est un succès du défibrillateur, mais la question est comment prévenir cette récidive. En tout cas, on conserve le même niveau d'énergie pour la défibriller. Le pronostic des patients multichoqués, il se dégrade au fur et à mesure qu'on a un nombre de chocs plus important. Et les alternatives, les tentatives thérapeutiques sur ces récidives de fibrillation ont été assez innovantes, puisqu'on a eu la double défibrillation avec 2 paires d'électrodes mises en place et avec 2 vecteurs de courant qui traversent le cœur de façon quasi simultanée pour recruter une plus grande partie du myocarde. Alors, en méta-analyse, cette double défibrillation n'a pas montré d'avantage par rapport à une défibrillation classique. Enfin, une stratégie de prise en charge, comme le disait Pierre, un algorithme, un arbre décisionnel impliquant le CLS et la pose d'un ballon de contre-propulsion arctique, ça vient des États-Unis. Ce type d'arbre décisionnel, extrêmement intéressant, et pose clairement un problème de limite d'applicabilité dans les systèmes de secours qui n'ont pas le plateau technique à disposition. Et pour finir, l'accord d'Aaron, c'est l'antiarythmique recommandé. Des travaux sur l'esmolol se succèdent depuis une quinzaine d'années. L'utilisation de l'esmolol semble réduire le nombre de chocs nécessaires, semblerait améliorer la reprise d'activité circulatoire, semblerait améliorer le taux d'hospitalisation. Mais c'est un axe de recherche qui est en pleine effervescence et on manque encore d'études randomisées dans ce domaine. En conclusion, faire la chasse aux interruptions de massage, superviser la qualité des compressions thoraciques, ne pas faire attendre un patient qui récidive sa fibrillation ventriculaire, ou d'ailleurs ne pas faire attendre un patient en fibrillation ventriculaire de façon totale, et prédéfinir la stratégie thérapeutique de prise en charge d'un patient multichoqué en fonction du plateau technique et des protocoles locaux disponibles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Daniel Jost, pour cette présentation très synthétique. J'en profite donc, je saisis pour pouvoir avoir un peu ton avis. Il y a un petit débat qui est proposé sur la position des mains sur le sternum. Est-ce qu'elle est importante ou non? Notamment, est-ce qu'elle doit être au mieux aidée et guidée par l'arme qui est en train de guider l'RCP? Est-ce que c'est important? Puisqu'il y a un petit débat qui est en train de se faire. C'est la première question. Et si tu peux juste bien respecter les délais parce qu'il y a d'autres questions qui viennent. Merci. Oui, alors, pour être très, très clair, oui, elle est importante. Il faut qu'elle soit un peu plus basse que ce qu'on a eu l'habitude de préconiser jusqu'à présent, c'est-à-dire au niveau de la jonction sternoxyphoïdienne. Maintenant, le problème de la consigne téléphonique, poser les mains à un endroit donné, c'est extrêmement difficile et on n'a aucun retour, aucun feedback. Donc, ce qui veut dire que c'est déjà très bien de réussir à faire initier le massage. La position des mains, je veux dire qu'on fait ce qu'on peut par téléphone. Mais sur le plan physiopathologique, clairement, la fraction d'éjection du myocarde est conditionnée par le positionnement des mains. Merci pour la réponse très rapide. Alors, j'ai une question maintenant, très technique. Alors, la première, dans le groupe choquable, des rythmes choquables, FV ou TV, les recommandations préconisent l'utilisation d'un choc asynchrone. Le choc synchrone peut-il être utilisé pour convertir une TV sans pouls? Pas d'activité hémodynamique et donc pas de pouls, mais l'activité électrique est structurée, contrairement à FV. À partir du moment où on est avec un patient qui est en arrêt circulatoire, oui, on peut utiliser le choc synchrone, mais en pratique, on n'utilise pas. Et alors il y a un travail qui a été publié ça a été fait davantage avec les défibrillateurs implantés. Je crois qu'en pratique, il faut déjà défibriller. Le médecin sur intervention a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et par défaut, le défibrillateur, pour les premiers secours, n'est pas synchronisé, que ce soit une FV ou une TV, n'est pas synchronisé sur le truc de rythme. Donc je pense que par défaut, on peut faire abstraction du choc synchrone.
Ensuite, on va juste revenir pour le guidage. On va le mettre un petit peu sur ce que tu as dit. Et que penses-tu de la visio pour guider un massage cardiaque? Oui, il y a des, alors beaucoup sur mannequin ça a été fait, mais effectivement ça apporte, voilà, on voit aux différentes littératures, mais ça apporte clairement un bénéfice sur le feedback qui permet ensuite d'améliorer la qualité. C'est bien, tes réponses sont très courtes, c'est parfait, ça me permet d'en poser d'autres. Comment faire le diagnostic entre une FV persistante et récidivante en pratique pendant le massage? Alors, pendant le massage, c'est difficile. Il faut interrompre le massage mais de façon extrêmement courte. 1 seconde en post-choc, et on voit, alors il faut, en post-choc immédiat, il y a une saturation du signal sur les différents moniteurs et on voit rien. Donc il faut attendre 3-4 secondes. Et dans la littérature, c'est à T plus 5 secondes qu'on voit si effectivement on est persistant ou récidivant. Tu as montré une diapo très intéressante sur la position des électrodes avec le côté comparatif de la bonne et mauvaise position. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il faut complètement améliorer? Est-ce que c'est les appareils qui doivent le faire? C'est souvent, je pense, le premier intervenant qui va pas forcément positionner les électrodes au bon endroit ou au bon moment. Qu'est-ce que ça donne justement du point de vue du retour de ça? Alors, j'ai pas de chiffres sur la mauvaise position des électrodes. On comprend bien que c'est très patient dépendant, opérateur dépendant, etc. Mais en tout état de cause, je crois qu'il faut systématiquement, à l'arrivée de l'équipe médicale, vérifier que l'électrode latérale est suffisamment latérale, voire trop latérale ou postérieure. Elle sera jamais trop latérale postérieure. Il faut que le myocarde, que le vecteur de courant, on peut très bien l'imaginer, on peut facilement l'imaginer anatomiquement. Il faut que le vecteur de courant traverse le VG. Et donc, il ne faut pas hésiter à décoller et recoller l'électrode systématiquement de façon un peu plus latéro-postérieure. Alors, j'ai une question qui vient d'un réanimateur. C'est il y a pas mal de débats dans son unité sur le dosage de l'adrénaline lors de la réanimation. Alors les recos sont clairs, et elles ont pas bougé. Le dosage de l'adresse c'est 1 milligramme. Le dosage c'est 1 milligramme de façon répétée. Il y a eu des études et Pierre-Yves Gognaud. Absolument, Pierre-Yves Gognaud va en parler. Mais en fait, je sais c'est la première question sur ça. Écoute, je te remercie. Nous allons passer à l'orateur suivant. Un très grand merci à toi, Daniel, pour cette présentation très synthétique. Donc, à très bientôt, Daniel. Donc, on va passer maintenant à Frédéric Attenay sur la ventilation. Est-ce que notre ami Frédéric est en ligne? Il est prêt. Tu nous entends, Frédéric? Oui, je vous entends parfaitement. Ma petite caméra, j'ai passé les... Alors, on me dit que la caméra... On voit ta jolie tête pour l'instant, on devrait voir... Voilà, on te voit. La jolie tête, je te remercie. Bonjour à tous. Alors, je me mets en partage d'écran. Bougez pas. Partager, voilà. Donc, ça devrait être bon, là. Parfait, on te voit, tu peux y aller. Donc bonjour à tous et merci de m'avoir invité à cette première masterclass de la SFMU. J'espère que ça sera un véritable succès. Et vous m'avez demandé de vous parler d'un de mes topics que je préfère, de vous parler de la place de la ventilation et comment ventiler lors de la réanimation d'un arrêt cardiaque, et surtout de faire un update, c'est-à-dire savoir est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau au regard des recommandations de 2020-2021 en fonction de la localisation de ces recommandations. Alors, pour être, comme l'a dit le professeur Carly, pour être très clair sur le conflit d'intérêts, je n'ai malheureusement aucun conflit d'intérêts en rapport avec le sujet que je vais vous présenter. Et le professeur Carly vous l'a bien dit que c'était un prérequis pour présenter ces topos. Alors, je regarde un petit peu, voilà, le temps que j'ai. Alors, un petit peu quand même parce que c'est extrêmement intéressant de vous parler de la ventilation lors de la réanimation de l'arrêt cardiaque et surtout de son histoire. Car avant, on savait pas que, en fait, l'arrêt cardiaque venait du cœur et on pensait qu'un patient qui ne respirait plus était un patient décédé ou en arrêt cardiaque, car
la fonction respiratoire était synonyme de la vie. Quelqu'un qui ne respirait plus était quelqu'un qui était mort, et c'est comme ça que l'on définissait souvent la mort il y a un certain nombre de centaines d'années. Si bien que les premières tentatives de ramener les patients de la mort à la vie étaient centrées sur leur redonner du souffle, leur redonner de la respiration et la réanimation cardio-pulmonaire jusqu'à des années très récentes, jusqu'aux années, on va dire, 60, 70, 80 même, étaient très synonymes avec redonner du souffle, et c'était le fameux bouche à bouche des années 50 à 80. Alors, dans l'Antiquité, vous voyez, il y avait l'Antiquité, dans les années 900 000, Avicenne, et ça j'en suis très fier parce que je travaille à l'hôpital Avicenne, a été le premier à se lancer dans l'intubation de la trachéale. Ensuite, vous voyez qu'il y a eu un certain nombre de progrès. Et avec, si vous voulez, un certain nombre de techniques de réanimation qui étaient toutes centrées sur, d'abord, on ventile le patient et ensuite on s'occupe d'autres choses comme de masser les patients dans le dos, les faire rouler sur un tonneau, etc., etc. Bon, ça ne marchait pas très bien. Vous voyez, la première ventilation non invasive, mais c'était aussi, vous voyez, dans les années 50 où on faisait tourner le patient et la force centrifuge allait faire mieux respirer les patients. Alors, on va dire, la ventilation lors de la réanimation de l'arrêt cardiaque un petit peu moderne, c'était le fameux bouche à bouche qui a été proposé en 1740 par l'Académie des sciences de Paris et qui a été, si vous voulez, le gold standard. Et quand on parlait de réanimation de l'arrêt cardiaque à des étudiants, à des enfants, même à des jeunes adultes, c'était d'abord le bouche à bouche et peut-être ensuite un petit peu le massage cardiaque. Et il a fallu l'épidémie du sida pour que l'on remette en question le bouche à bouche, parce que il y avait une peur pour les sauveteurs de se contaminer en faisant du bouche à bouche pour des patients qui décédaient et qui pouvaient avoir le sida. Et cette étude a été extrêmement célèbre parce que c'est celle-là qui a commencé à se dire que peut-être la ventilation ne doit pas être si vous voulez, l'objectif principal d'une réanimation, où dans cette étude randomisée, on avait plus de survivants lorsqu'on ne faisait pas de bouche à bouche que lorsqu'on faisait de bouche à bouche. Une différence qui est, somme toute, importante, 14,6% sans bouche à bouche versus 10% avec bouche à bouche. Et quand on regarde un petit peu la place de la ventilation au cours de l'évolution des recommandations sur l'arrêt cardiaque, on s'aperçoit que le fameux ABC qui commençait par les 2 premières lettres concernait la ventilation a commencé à être rétrogradé, puisque le C est venu, si vous voulez, en avant par rapport à l'airway. Et regardez le rythme des compressions. Avant, on faisait une ventilation pour 5 compressions, ensuite 2 ventilations pour 15 compressions. On en est actuellement à 2 pour 30. Autrement dit, si on regarde simplement le rythme de ventilation par rapport au rythme de massage cardiaque, on s'aperçoit que de plus en plus, dans les recommandations, l'hémodynamique et la circulation prend le pas sur la ventilation. Et d'ailleurs, le docteur Jost, qui m'a précédé, vous a donné un de ses principaux messages, qui est de dire qu'il fallait minimiser l'interruption du massage cardiaque. Or, quand on interrompt le massage cardiaque, c'est pour s'occuper de la ventilation. Donc, ça voulait dire qu'il fallait minimiser la place de la ventilation. C'est exactement le sens de l'histoire des recommandations concernant l'arrêt cardiaque, où on va de plus en plus minimiser pour dire que ce qui est important, c'est d'abord la perfusion cérébrale, la perfusion coronarienne, et peut-être que la ventilation est un endpoint ou un objectif secondaire. Et d'ailleurs, vous voyez que en bas, en 2015, on avait même dit en recommandation qu'on pouvait peut-être faire que du massage cardiaque sans ventilation en attendant l'arrivée des secours. Quand on lit bien ces recommandations, d'ailleurs, ils le disent clairement, ça c'est les recommandations 2015,
que la ventilation assistée est une priorité très basse. Hein. Ça ne devient plus. On a abandonné cette idée que la réanimation, c'était d'abord la ventilation. La ventilation vient maintenant en deuxième point. Alors, d'où ça vient cet abandon, si vous voulez, de la place de la ventilation et des techniques de ventilation au cours de la réanimation de l'arrêt cardiaque? Ça vient d'études observationnelles qui, vous voyez ici, vous voyez des courbes de survie. Lorsqu'on intube les patients, la courbe de survie, elle est en bleu. Et lorsqu'on ne s'occupe pas de la ventilation avec des techniques avancées, la courbe noire, BLS, qui vous montre qu'il y a une meilleure survie lorsqu'on minimise l'approche ventilatoire et qu'on n'utilise pas des techniques avancées. Et c'est ce qui nous a fait ces fameuses polémiques. Est-ce qu'il faut ou non intuber les patients en arrêt cardiaque au cours de la réanimation de l'arrêt cardiaque? Sachant que moi, quand j'ai commencé comme externe, la première chose qu'on me disait devant un arrêt cardiaque, c'était d'abord l'intuber, ensuite s'occuper d'autres choses. Et que si on n'arrivait pas à mettre une voie veineuse, j'avais qu'à mettre l'adrénaline dans la sonde d'intubation pour pouvoir faire repartir le cœur. Et ça date donc de quelques dizaines d'années, très peu. Hein. Mais c'était quand même des recommandations assez récentes. Alors, on en est arrivé, vous voyez, d'une publication de 2017, c'est pas vieux, mais est-ce qu'il faut finalement intuber ces patients? Est-ce qu'il faut faire de l'airway avancé chez ces patients en arrêt cardiaque? Là-dessus, c'était le vrai débat concernant la ventilation de ces patients en arrêt cardiaque. En 2015, qu'est-ce qu'on disait? On disait que vous pouvez faire ce que vous voulez. Lorsque vous devez réanimer un arrêt cardiaque, vous pouvez utiliser l'embu, le backmask, ou l'intubation. Il y avait une sorte d'équipoise. Vous aviez ces deux techniques, une technique basique versus une technique avancée, et on vous donnait pas vraiment de critères pour utiliser l'une par rapport à l'autre. Et ce qui va changer en 2020-2021, c'est qu'on va vous donner des vrais critères pour choisir une technique par rapport à l'autre. Et le professeur Kavi avait esquissé déjà ce qui va se dire en 2020-2021. Voilà donc effectivement les recommandations donc européennes, ILCOR et les recommandations américaines qui sont vraiment les deux piliers, si vous voulez, pour avoir des guidelines dans la réanimation de l'arrêt cardiaque. Et concernant la ventilation, elles sont assez, voire complètement identiques. Donc, il n'y aura pas un conflit d'intérêts entre les Américains, les Européens ou l'ILCOR. On dit en ce qui concerne la ventilation, on dit à peu près tous la même chose. Dire la même chose, c'est-à-dire pas grand-chose en fait. Parce que quand vous regardez, vous voyez ici le top 10 des take-home messages pour les recommandations américaines, dans les 10 take-home messages, vous avez absolument rien sur la ventilation. Il y a plein de choses, mais rien sur la ventilation. Et pour justifier ça, ils vous disent, écoutez, c'est toujours très controversé, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore vraiment vous donner un vrai guidelines bien clair, bien net pour ventiler les patients lors de la réanimation de l'arrêt cardiaque. Alors, j'ai pris essentiellement les recommandations américaines, sachant qu'elles sont à peu près les mêmes avec les ILCOR et les européennes, mais les Américains, ils sont vraiment bons dans la pédagogie et moi j'aime bien les couleurs. Je sais pas si on pense sur ça, mais moi j'aime bien les couleurs. Je trouve que c'est assez facile à s'en rappeler avec il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Oui, pardon, coupez vos micros s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord, si vous ventilez les patients, si vous arrivez à peu près à contrôler le volume que vous mettez dans les poumons, n'en mettez pas trop. Mettez en gros 500 millilitres. Simplement, la quantité suffisante pour, par exemple, si vous faites du backmask, la quantité suffisante pour que le thorax bouge, c'est-à-dire le thorax se soulève et c'est surtout, ne faites pas plus, avec le risque évidemment d'augmenter la pression intragastrique et d'augmenter le risque d'inhalation. Pas de ventilation excessive, et puis si vous êtes avec des secouristes non formés, vous pouvez faire toujours du bouche à bouche ou du backmask si vous avez un embu.
le rapport entre le massage cardiaque et la ventilation, là aussi, la grosse recommandation n'a pas changé. Toujours 32. Ce qui est maintenant nouveau, c'est qu'on a bien normé les deux, c'est-à-dire les deux ventilations après 30 massages cardiaques. Et ces deux ventilations doivent durer en tout moins de 5 secondes. Une interruption du massage moins de 5 secondes. Attention, c'est-à-dire que dans les recommandations, on va vous proposer d'intuber le patient en 5 secondes. Plus de 5 secondes, il va y avoir une perte de chance. Et ça, c'est très important à se rappeler pour nous, système médicalisé, comme je vais vous le montrer tout à l'heure. La ventilation peut être asynchrone lorsque les secouristes ne sont pas spécialisés, à 10 par minute. Et puis si le rythme est choquable, eh ben on ventile pas, on choque. Maintenant, est-ce qu'il faut intuber? Et là, maintenant, vous avez vu qu'en 2015, on vous a dit faites ce que vous voulez. Maintenant, on vous dit vous pouvez intuber si vous avez du personnel entraîné. Et qu'est-ce que c'est que du personnel entraîné? C'est du personnel qui est capable d'avoir un taux de succès de plus de 98% avec 2 tentatives. Voilà ce qu'on appelle un personnel entraîné. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on produit le système médicalisé français, puisque dans nos études, dans nos publications, dans nos essais, on arrive généralement à des taux de succès avec 2 tentatives à plus de 98%. C'est bien documenté. Ça a d'ailleurs été repris dans les recommandations américaines et européennes. Et donc, vous intubez si vous êtes sûr que l'opérateur est bien entraîné et qu'il a ce taux d'expertise. Comment atteindre ce taux d'expertise? La seule chiffre que l'on donne les recommandations, c'est les 125 intubations que réalisent les internes d'anesthésie au bloc opératoire pour avoir ce taux de succès. Ça peut être une valeur que l'on peut prendre pour les urgentistes, mais c'est déjà la première valeur que je vois publiée dans les recommandations. Il faut intuber en 5 secondes. C'est-à-dire que l'intubation difficile, et ça c'est une recommandation forte, l'intubation difficile doit vous amener à différer votre intubation, à continuer le massage cardiaque et à ce moment-là, à ventiler le patient avec des moyens non invasifs comme le backmask. FiO2 100% lorsque le patient est en arrêt cardiaque et bien sûr, vous diminuez la FiO2 pour avoir un objectif entre 94 et 98% de SpO2 lorsque le cœur est reparti avec une fréquence de 10 par minute. Vous pouvez utiliser les dispositifs supraglottiques lorsque vous n'avez pas de personnel compétent, donc qui a cette performance. Les deux qui sont évoqués, c'est le high-gel ou le masque laryngé, qui ont été comparés aux techniques d'intubation. Ils ont été montrés supérieurs lorsque la technique d'intubation était de 69% lors de l'essai randomisé qui a comparé ces deux techniques, ou 52% lorsque ces deux techniques avaient été comparées. Le message est de dire, si vous ne savez pas intuber, alors vous avez le droit d'utiliser des dispositifs supraglottiques. Voilà les deux, le high-gel, masque laryngé, qui sont évoqués dans la littérature des recommandations 2020. L'autre message, c'est que l'intubation n'est plus le premier geste. Si vous avez n'importe quel problème, vous pouvez différer. Il faut absolument privilégier le massage cardiaque. L'intubation difficile lors de la réduction de l'arrêt cardiaque vous oblige à différer l'intubation et non pas à vous acharner parce que vous allez forcément augmenter le temps, dépasser les 5 secondes et devenir délétère pour le pronostic neurologique de votre patient. Alors là, nous montrons l'étude française où on a comparé le backmask à l'intubation dans notre système et on n'a trouvé aucune différence, mais il y avait plus, si vous voulez, d'inhalation, il y avait plus d'effets délétères dans le groupe backmask ventilation, ce qui montre que dans notre système expert dans l'approche des voies aériennes de manière invasive, il faut plutôt intuber et là les recommandations nous suivent. Donc dans le système français, l'intubation est toujours largement d'actualité. Donc en conclusion,
Dans notre système médicalisé, intuber, c'est toujours un geste pour ventiler le patient en arrêt cardiaque au cours de la réanimation. Intubation difficile, vous différez et vous attendez que le cœur reparte pour intuber le patient. L'intubation n'est pas le grand déterminant du pronostic de l'arrêt cardiaque. Ça, c'est ce qui a changé, mais ça fait quand même maintenant une bonne dizaine d'années qu'on le sait. Priorité à l'hémodynamique et à ce que vous a dit donc mon ami le docteur Jost. Je vous remercie. Et j'ai tenu, ce qui est un miracle. Oui, bravo, tu as tenu. Un très grand merci à toi. Alors, par contre, il reste juste 5 petites minutes. Donc, si tu peux faire des réponses très courtes. Tu as eu beaucoup de questions. Je vais prendre une question qui est revenue. Est-ce que dans la ventilation au bas vu, il faut respecter le rythme 32 ou est-ce qu'on peut ventiler en continu? Première question, si tu peux faire des réponses très courtes, s'il te plaît. Alors, 32, ça c'est la recommandation officielle. Si vous ne savez pas très bien faire, vous pouvez faire de l'asynchrone. Mais c'est le 32 qui est le gold standard. Ensuite, il y a un petit mélange de discussion sur l'outil à utiliser pour intuber. Tu recommanderais vidéo-laryngo, fast track? Est-ce qu'il y en a? Qu'est-ce que tu en penses pendant la réanimation? Et c'est encore un peu le flou. On a après des publications qui étaient très en faveur du vidéolaryngoscope. Les dernières publications sont plutôt mitigées, voire NS. Donc, ce que je conseillerais, c'est d'utiliser le matériel que l'on connaît bien. Donc, si on a l'habitude d'intuber avec un vidéolaryngoscope, on utilise un vidéolaryngoscope. Si on a l'habitude d'intuber avec un laryngoscope normal, on intube avec un laryngoscope et une nappe de Macintosh, ce qui est l'immense majorité des cas. Il n'y a pas, si vous voulez, une supériorité largement démontrée. Par contre, il ne faut pas utiliser un matériel dont on n'a pas l'habitude. Exactement, et on a beaucoup de succès. Alors, une question très, mais tu as répondu quand même. Premier arrêt, un patient no flow très court, il a eu un seul choc et on a récupéré. Est-ce que tu recommanderais une intubation à ce moment-là? À ce moment-là, on n'est plus dans l'arrêt cardiaque, on est dans un coma anoxique. Est-ce qu'il faut intuber les comas anoxiques? Alors, soit le patient est conscient, ce qui est souvent le cas où il a un Glasgow, on va dire, élevé, et je pense qu'il ne faut pas l'intuber. Hein, soit le patient est en coma anoxique parce que le choc a été un petit peu retardé. Évidemment, l'indication cette fois-ci, c'est le coma de ce patient, et à ce moment-là, bien sûr qu'il faut le ventiler de manière invasive. Alors, une question rapide. Ventilation mécanique ou manuelle si patient intubé? Et après, quel réglage? Ouais, vas-y. Voilà, je l'ai mis dans le topo. Ventilation asynchrone, une fréquence à 10, une FiO2 à 100 et des volumes courants qui ne dépassent pas 500. Voilà, en gros, c'est ça. Là-dessus, il y a eu beaucoup de recherches, en particulier avec des ventilateurs qui se mettent synchrones avec le massage cardiaque. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas déterminant. Je pense que le réglage du ventilateur, les différentes techniques de ventilation per massage cardiaque sont beaucoup moins déterminants que la qualité du massage cardiaque. Donc ne perdez pas votre temps à essayer de trouver des techniques de ventilation un peu compliquées, utiliser ce qui a été préconisé, donc 10 de fréquence, 400 de volume courant et une FiO2 à 100%, et occupez-vous surtout de l'hémodynamique parce que là vraiment réside le pronostic du patient. Eh ben écoute, on a eu encore la question, mais je pense que tu as répondu. Tu dirais la même chose pour un réglage du ventilateur, même quand on utilise un Lucas ou une autre pompe. Exactement. Eh ben, écoute, un très grand merci à toi, Frédéric, pour cette présentation très synthétique. On va passer à l'orateur suivant, donc le docteur Tahar Chouyeb. Et merci encore, Frédéric. Est-ce que Tahar, tu es en ligne? Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis là. Eh bien, écoute, mon ami, dès que tu as partagé ton écran, nous allons pouvoir commencer. Et merci à tous, j'en profite pour poser vos questions. Vous avez des questions très intéressantes. J'essaie de faire le choix et continuez à faire comme ça. C'est parfait. N'oubliez pas de couper vos micros, s'il vous plaît. Bonjour Eric, bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien mon écran? On voit très bien.
Très bien, merci beaucoup encore une fois au comité d'organisation dont je fais partie de m'avoir donné la possibilité de vous parler de vasopresseurs et d'arrêt cardiaque, un thème qui m'est un petit peu cher dans ma thématique de recherche. Mes conflits d'intérêts, essentiellement avec Air Liquide, Vigon et Aguetan, puisque j'ai travaillé sur la ventilation de l'arrêt cardiaque et l'adrénaline, dont je vais vous parler un petit peu après. Je suis reparti des recommandations qui sont celles que vous connaissez, celles que Pierre a présentées, l'ILCOR, pour essayer de vous parler de vasopresseurs. Vous allez voir que c'est assez simple quelque part, puisque les données sont essentiellement centrées sur l'adrénaline. Alors tout d'abord, ce qui n'est pas recommandé, puisque ça ira plus vite d'écluser le débat sur la vasopressine, une question que certains urgentistes qui sont connectés ont pu travailler à une certaine époque. La vasopressine, par ses effets vasoconstricteurs, avait été évaluée. Alors j'ai repris quelques données de la littérature, en particulier des méta-analyses, pour essayer d'aller vite sur ce dossier. Donc quand on regarde les données qui ont été publiées, ça c'est une méta-analyse qui a été réalisée là en 2021 sur vasopressine versus adrénaline, et vous voyez que sur leur axe, il n'y a pas de différence significative en faveur de la vasopressine par rapport à l'adrénaline. Premier point. Alors quand vous regardez en termes de survie non plus, à la sortie de l'hôpital ici, vous voyez que la différence est également non significative pour la vasopressine. Et enfin, sur le score neurologique, c'est pareil, CNS. On voit que tous les schémas, que ce soit en odd ratio ou en risk ratio, sortent en non significatif pour la vasopressine. D'autres ont essayé d'associer pour avoir un effet synergique la vasopressine et l'adrénaline, et ont comparé par rapport à l'adrénaline. C'est toujours dans cette même méta-analyse. Et là, vous regardez sur le ROX, on n'a pas de différence significative. Peut-être l'essai de Zhang en 2017 a montré une petite faveur pour cette association, mais c'était le seul essai qui montrait cette association, et ce n'est pas redondant par rapport aux autres. Et quand on analyse en risque ratio, vous voyez que la différence s'estompe pour ces patients-là. Et concernant la survie à la sortie de l'hôpital, et vous voyez que là également, donc la vasopressine, voilà pourquoi à l'heure actuelle la vasopressine n'est pas recommandée dans la prise en charge de ces patients en arrêt cardiaque. Quand on parle du second vasopresseur qui est évalué, qui est l'adrénaline, alors ça c'est une hormone que vous connaissez bien, qui est sécrétée par les surrénales avec un effet à la fois hémodynamique, à la fois également sur le débit cardiaque, mais également sur la fréquence. Et ça c'est un élément important qui est synergique dans l'arrêt cardiaque et qui permet en fait de récupérer un rythme cardiaque. On va le voir dans les différents essais. Alors, est-ce que ça marche finalement l'adrénaline? Là, c'est une étude observationnelle qui est une des vieilles études sur l'arrêt cardiaque qui date de 2012. Vous voyez qu'il y a plus de 400 000 cas qui ont été analysés sur l'utilisation de l'arrêt cardiaque en préhospitalier. Quand vous regardez ces données de la littérature, on voit bien que en termes de récupération de rythme cardiaque, oui, l'adrénaline fait repartir des cœurs. Il n'y a aucun problème là-dessus. Attention quand on arrive maintenant sur la survie, sur les données ajustées et en particulier survie avec bon pronostic, vous voyez que là, justement, on a un vrai problème par rapport à ça, mais c'est une étude observationnelle et ça peut être une des critiques de ce travail. Sauf qu'on dispose dorénavant de l'étude randomisée qui est paramédic, qui a fait beaucoup couler d'encre, qui a comparé de façon randomisée l'adrénaline au placebo. Les résultats, vous les connaissez, je vous les rappelle tout de même ici sur l'effet de l'adrénaline, en particulier sur le retour du rythme cardiaque, et vous voyez que clairement il y a un effet bénéfique de l'adrénaline par rapport au placebo, avec une différence qui est significative. Ok, ça marche l'adrénaline pour faire repartir le cœur, on n'en doute pas. Sauf que quand on regarde les critères du jugement principaux de cette étude, qui était donc la survie à 30 jours, en effet, ici on a une différence qui est légèrement significative en faveur de l'adrénaline,
pour améliorer la survie, mais le pendant, on paye un lourd tribut. On paye un lourd tribut sur le pronostic des patients et le taux de survie avec des taux corrects de score neurologique sont extrêmement modestes et non significatifs par rapport au placebo. Et ceci est homogène à la sortie de l'hôpital, mais également à 3 mois. Donc on a probablement un problème avec le cerveau, et c'est ce qu'on voit maintenant, ce qu'on comprend maintenant quand on parle d'hémodynamique et d'arrêt cardiaque, c'est que on n'est pas sorti de l'auberge quand on a fait repartir le cœur. Il faut maintenant travailler sur le cerveau. Ça, c'est un message fort de cette présentation. J'espère vous convaincre là-dessus. Et quand on regarde, par contre, on a peut-être des leviers sur lesquels on peut agir, en particulier, mais Pierre Carli l'a dit et Daniel Just aussi, sur l'adrénaline plus précoce. C'est ça. Il y a quelques données dans la littérature qui sont intéressantes. Ici, un papier de nos collègues japonais qui ont des grosses séries d'arrêt cardiaque. Ici, plus de 100 000 malades analysés pour des patients qui avaient reçu de l'adrénaline en urgence. Alors, vous voyez qu'ici, c'est des résultats qui sont non ajustés. Je vous présenterai les résultats ajustés derrière. Mais vous voyez quand même qu'à 5 minutes, il y a une cassure. Alors, on peut supposer que le pronostic est lié au temps de réanimation, mais vous voyez qu'à 5 minutes, on a une certaine cassure du pronostic de ces patients. Ici, vous les avez, le nombre de patients qui étaient traités dans les 5 minutes et le pronostic est inversement proportionnel, et probablement que on a intérêt. Et quand on regarde les résultats ajustés, on le voit également ici sur le pronostic des patients. Plus tôt est administré l'adrénaline et meilleur sera le pronostic des patients. Donc probablement qu'il y a un levier à réaliser sur ce point. Enfin, le deuxième levier, j'en terminerai par ce deuxième levier, c'est la dose d'adrénaline. La dose d'adrénaline est probablement une des questions sur lesquelles on a un petit peu travaillé au laboratoire. Et on était parti de cet essai qui datait de 2018 dans Ressuscitation, qui avait évalué en fait 2 doses d'adrénaline, une dose réduite en tous les cas d'adrénaline de 0,5 mg avec des délais espacés. C'est l'équipe de Seattle qui avait testé cette hypothèse sur une étude observationnelle, non randomisée, et avec 0,5 mg toutes les 2 minutes pour les rythmes non choquables. Alors malheureusement les résultats sont négatifs, à la fois sur le ROSC, mais à la fois également sur le survie et le pronostic neurologique. Donc cet essai, qui était encore une fois un essai observationnel, n'a pas montré la preuve formelle de ces doses réduites. Sauf qu'il y a quelques données dans la littérature, et en particulier fondamentale, qui nous interpellent et qui nous ont poussé à continuer à travailler sur les doses réduites. Et ici, un papier de Restignano qui date de 2009, vous voyez, qui montrait en fait une étroite corrélation entre les doses d'adrénaline, et le débit sanguin cérébral, avec un effet extrêmement délétère sur la perfusion cérébrale des doses d'adrénaline. Et donc nous, on était parti de ce travail-là et on a essayé de travailler sur un modèle porcin dont les résultats viennent d'être publiés avec Déborah Yeager et Guillaume Debatty sur des doses réduites d'adrénaline et d'essayer de voir l'effet hémodynamique de ces doses réduites dans un premier temps pour voir si effectivement avec des doses réduites on arrive à améliorer en tous les cas le pronostic des patients. Alors on est parti d'un protocole expérimental assez simple d'arrêt cardiaque qui est bien maîtrisé au laboratoire avec une fibrillation ventriculaire réfractaire qu'on arrive à reproduire et des doses d'adrénaline selon les recommandations. Et on s'est intéressé à une valeur qui est la variation de la pression de perfusion coronaire pour voir justement cet effet hémodynamique, et on s'est intéressé également au pourcentage de patients qui atteignaient 35 mm, il y a une petite erreur de frappe, de mercure, ce 35 mm de mercure étant le seuil qui est généralement caractérisé pour récupérer un RAX. Et on s'est intéressé également au NIRS tissulaire et au NIRS cérébral, qui est une image de la reperfusion coronaire et de la reperfusion tissulaire, et de la perfusion cérébrale, qui sont très importants du point de vue pronostic des patients. Et vous voyez, quand on regarde les résultats, ici vous avez la courbe à 0,25 mg. Donc vous voyez qu'il n'y a pas d'effet de variation à 0,25 mg, il ne se passe pas grand-chose du point de vue hémodynamique, mais vous voyez que les courbes à 0,5 et 1 mg sont tout à fait superposables avec une différence qui n'est pas significative. Et ça, quand on regarde
la pression de perfusion coronaire. Vous voyez qu'à 0,25 mg, on est régulièrement en dessous des 35 mm, qui est le seuil pour récupérer un RAX, mais quand on est à 0,5 ou 1 mg, on atteint plus facilement ce seuil de 35 mg. Et quand on regarde le NIRS cérébral, un élément très important, vous voyez qu'avec 0,25 mg, eh ben, on a une persistance d'un NIRS cérébral assez correcte, et la vasoconstriction est peu importante. Vous voyez qu'à 1 mg, c'est très effondré, mais vous voyez qu'à 0,5, on arrive à maintenir une certaine perfusion cérébrale. Et on le voit encore plus dans le NIRS tissulaire. Vous voyez qu'ici, on s'est complètement effondré, tandis qu'à 0,5 et par rapport à 1 mg, on arrive à un NIRS tissulaire qui était tout à fait adapté et une circulation périphérique d'organes qui était correcte. On a essayé de regarder également, après ces données animales, sur les données du registre REAC. Le papier est en cours de reviewing et qui est assez favorable pour le reviewing sur les doses réduites d'adrénaline. Et on a regardé en fait des doses, on a fait 3 groupes pour les patients qui étaient victimes d'arrêt cardiaque. On a pris les groupes standards, le groupe qui avait des hautes doses d'adrénaline et un groupe qui avait des doses plus faibles d'adrénaline sur l'arrêt cardiaque. Vous voyez qu'on a des cohortes de 12 000 à 6 000 malades. Donc on a regardé les caractéristiques des patients, on a essayé de regarder les facteurs qui étaient significativement différents et on a réalisé, donc là bien sûr on a montré qu'ils étaient différents, par contre on a réalisé donc un ajustement et un score de propension pour essayer d'homogénéiser. Vous voyez, quand on homogénise les données, on arrive à avoir des cohortes assez homogènes. Et quand on regarde les résultats, ça sera ma dernière diapositive, vous voyez que quand on regarde les 3 groupes qu'on a analysés sur le ROSC, en effet, alors avec les standards doses, on a un patient sur 2 qui repart avec un taux un peu plus faible de ROSC sur les patients qui ont eu des faibles doses et également des hautes doses. Vous voyez que c'est paradoxal. Mais vous voyez que quand on regarde la survie des patients à 30 jours et le score neurologique, vous voyez que là, on n'a pas de différence significative entre le groupe avec les standards doses et les patients qui ont des low doses. On confirme le pronostic très péjoratif des hautes doses d'adrénaline, mais vous voyez qu'en termes de pronostic sur les doses réduites, le pronostic est tout à fait identique au score neurologique à 30 jours. Donc tout ça pour dire que l'adrénaline, probablement, c'est la seule molécule qu'on ait à l'heure actuelle et que pour faire repartir des cœurs, ça marche bien. Plutôt, c'est probablement un des leviers à investir complètement pour essayer d'améliorer le pronostic. Et la moindre dose, nous, on a lancé un PHRC, on a déposé une lettre d'intention dont certains d'entre vous, et encore une fois, je vous en remercie, ont participé à ce travail, avec une étude randomisée prospective, en double aveugle, où on randomise 0,5 mg versus 1 mg chez les patients victimes d'arrêt cardiaque. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Tahar, pour cette présentation aussi très synthétique, très claire, qui répond quand même aux questions qui avaient été posées auparavant. Alors, j'ai une question pour toi directement. Question à Tahar et Pierre Carli, s'il est encore là. Mais sinon, comment en 2021, les recos peuvent-elles encore inclure l'adrénaline telle que pratiquée habituellement après Parab-Det 2, mais aussi Oslavengen après une classe 1 pour l'AHA? Clairement, pour l'instant, il n'y a pas d'essai randomisé de haut grade qui permettent, et d'abord, Paramélix était tout seul, de pouvoir changer les recommandations et de passer à moins de 1 mg et de faire bénéficier les doses réduites. Donc, comme dit Kerr, la méthode GRADE qui est utilisée pour les recommandations et le scoping qui est fait, pour l'instant, ne relève pas, ne trouve pas de relevante pour pouvoir passer à 1 mg. Petite question, tu as parlé de l'étude japonaise. Il me semble que les Japonais ont inclus des patients très âgés dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Est-ce que ça a été pris en compte dans les résultats? Parce que finalement, on a des attitudes un petit peu différentes en France. Alors, j'ai pas le détail de la cohorte en tête, Eric, à dire vrai, mais les patients âgés sont régulièrement inclus dans les essais, et les Japonais en particulier, en effet, les incluent. Donc, ils sont inclus dans ces données-là. Donc, pour nous, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose dans nos pratiques.
Très bien. Et donc, quand va débuter ton PHRC? C'est d'abord que comment dire, il faut d'abord déjà qu'il soit accepté déjà. On croise les doigts pour que ça soit accepté. Et si tout va bien, on espère le débuter très vite. Derrière, on est en tous les cas. La plupart des centres ont répondu. Il y a 42 centres qui vont participer à l'essai. Donc on espère vraiment répondre à la question avec cet essai. Très bien, mais tu recommandes quand même donc des doses moindres d'adrénaline, comme tu le dis, et des doses plus précoces. Moi, je recommande pour l'instant rien du tout. Je recommande qu'on travaille dessus et qu'on y réfléchisse. Parce que je pense que c'est intéressant. Quand je vois, il y a une question, je me permets, Eric, Oui, j'allais te la poser. Vas-y. Pourquoi pas placebo? C'est parce que en France, paramédic, ça a été, ils ont pu la faire dans les pays anglo-saxons. Je pense qu'en France, personne ne passerait, on n'arriverait pas à passer versus placebo. Je suis pas sûr que du côté éthique, on puisse passer ça, Damien. Mais et encore une fois, quand je vois tout le travail de la campagne qui avait été fait par nos amis anglo-saxons avec leurs bracelets bleus, leurs bracelets roses pour les patients qui pouvaient être inclus et pas inclus dans l'étude, je suis pas sûr qu'en France on ait la maturité pour faire ça. Voilà. Très bien. Eh ben, je te remercie infiniment, Tahar. Je remercie tous les orateurs d'avoir présenté. Merci à vous d'avoir posé les questions. On est parfaitement dans les temps, et donc je suis très content de pouvoir passer la main à notre président Xavier Boubiage pour que tu prennes le relais. Notre ami Xavier, est-ce que tu es en ligne? En tout cas, merci beaucoup Pierre Carly. Merci beaucoup Frédéric Adnet. Merci beaucoup Daniel Jost et Tahar pour avoir présenté. Est-ce que notre président est prêt? Oui. Eh ben, mon président, je te passe la parole avec un grand plaisir. Merci à tous.